Cette série de vidéos va porter sur le livre T de Carol Reuven. T, testostérone, la testostérone, l'hormone qui nous domine et nous divise. Carol Reuven est une biologiste évolutionniste et donc elle revient beaucoup à la théorie de l'évolution. C'est-à-dire qu'on est conçu, entre guillemets, pour arriver à se maintenir en vie un certain temps et à laisser une descendance viable. Autrement dit, on est conçu pour avoir des traits et des comportements. Bon, un comportement peut être considéré comme un trait. Donc, on a des traits anatomiques, des traits psychologiques, des façons d'agir qui nous sont utiles pour nous protéger ou nous défendre face aux menaces de l'environnement, pour trouver de la nourriture, pour se reproduire, etc. Bon, j'ai mis « conçu » entre guillemets ici, parce qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de finalité derrière l'évolution par sélection naturelle. Il n'y a pas de conception à proprement parler. Seulement les caractéristiques qui restent, ce sont celles qui sont transmises par hérédité à une descendance viable. Du coup, ce sont les caractéristiques utiles pour se maintenir en vie un certain temps et pour se reproduire qui restent. Chez les mâles de plusieurs espèces, incluant les hommes, le niveau élevé de testostérone, qui est une hormone stéroïde, donc le niveau élevé de testostérone, ça fait partie de l'adaptation héritée par les mâles dans l'évolution par sélection naturelle. La testostérone, elle a pour fonction, ici je mets fonction entre guillemets, pour la même raison que j'ai mis conçu entre guillemets précédemment. Bref, la testostérone, elle a pour fonction de coordonner la physionomie, la psychologie et le comportement du garçon, puis de l'homme, en fonction de la reproduction. Comme la plupart d'entre vous le savez probablement, il y a deux sexes, mâle et femelle. Et dans l'espèce humaine, le mâle est appelé homme et la femelle est appelée femme. Il y a des différences entre les sexes. Et ce que j'ai compris à la lecture du livre de Carol Reuven, c'est que les différences entre les hommes et les femmes sont essentiellement biologiques. Il faut préciser que la définition du sexe est basée sur les gamètes, c'est-à-dire les cellules reproductrices. Les mâles, s'ils sont fertiles, produisent des petits gamètes mobiles, alors que les femelles, si elles sont fertiles encore une fois, elles produisent des gamètes de grande taille, aptes à nourrir l'embryon qui résulte de la fusion d'un gamète mâle et d'un gamète femelle. Chez les espèces sexuées comme l'espèce humaine, c'est-à-dire les espèces dans lesquelles chaque organisme produit un seul des deux types de gamètes, l'anatomie, la psychologie et le comportement de l'individu s'organisent en fonction du type de gamète produit, ou qui sera produit quand l'organisme sera mature, ou qui serait produit si l'organisme était fertile. Chez les humains stériles, chez les femmes ménopausées et même dans une certaine mesure chez les humains prépubères, le corps et la psychologie sont quand même organisés en fonction de l'un ou l'autre des deux types de gamètes. Bon, il existe des anomalies du développement sexuel qu'on appelle en anglais DSD pour Disorder of Sexual Development, qu'on appelle aussi intersexuation. Le sexe de certains individus est difficile à déterminer en raison d'anomalies du développement sexuel. Reuven en traite dans son livre, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, mais les humains qui se caractérisent par ces anomalies-là ne représentent pas des sexes supplémentaires ni des sexes intermédiaires.
Il y a deux types de gamètes et ce nombre-là s'explique aussi dans le cadre de la théorie de l'évolution. Il y a donc deux types de gamètes, il y a deux sexes. Et de plus, les exceptions n'effacent pas les faits généraux. La très très grande majorité des humains sont sans ambiguïté soit des hommes, soit des femmes. Et il y a des différences entre les sexes. Des différences anatomiques, psychologiques et comportementales. Carol Rouvin distingue deux types de différences entre les sexes. Il y a les différences de moyenne et il y a les différences de variation. On parle de différence de moyenne quand, pour un critère donné, la moyenne est plus élevée pour un sexe que pour l'autre. Par exemple, pour la taille, il y a une différence de moyenne. Les hommes sont en moyenne plus grands que les femmes. On parle plutôt d'une différence de variation quand il existe une plus grande variation chez un sexe que chez l'autre. Alors, par exemple, en ce qui concerne le quotient intellectuel, il n'y a pas de différence de moyenne entre les sexes, selon ce que rapporte toujours le livre de Carol Rouvin. Par contre, dans les extrêmes, on retrouve plus d'hommes que de femmes. Autrement dit, il y a plus d'hommes que de femmes qui sont nettement en dessous de la normale et aussi plus d'hommes que de femmes qui sont nettement au-dessus de la normale. Certaines différences entre les sexes sont seulement de moyenne, d'autres sont seulement de variation, d'autres encore sont les deux à la fois. En ce qui concerne les différences de moyenne, il faut encore faire une autre différence. Il existe des différences de moyenne pour lesquelles on retrouve un chevauchement. Je mentionnais la taille un peu plus tôt. Les hommes sont en moyenne plus grands que les femmes, mais on trouve sans grande difficulté des femmes qui sont plus grandes que certains hommes. Il existe d'autres différences de moyenne pour lesquelles il n'y a pas de chevauchement, et c'est justement le cas du taux de testostérone. On sait bien que les femmes produisent elles aussi de la testostérone. Et il n'y a pas un taux de testostérone produit par toutes les femmes versus un taux de testostérone produit par tous les hommes. Il y a des différences d'un individu à l'autre. Et chez un individu, chez une personne, le taux de testostérone varie au cours d'une journée et aussi au cours de sa vie. Quoi qu'il en soit, non seulement les hommes produisent en moyenne plus de testostérone que les femmes, mais si on s'en tient aux humains en bonne santé et qui ne manipulent pas leur taux d'hormones de façon artificielle, les hommes qui produisent le moins de testostérone en produisent quand même beaucoup plus que les femmes qui en produisent le plus. Les hommes produisent de 10 à 20 fois plus de testostérone que les femmes. Il n'y a que des femmes avec des problèmes de santé sérieux qui peuvent avoir un taux de testostérone comparable à celui d'un homme. Revenons-en au fait que chez les mâles de plusieurs espèces, incluant les hommes, la testostérone a pour fonction de coordonner la physionomie, la psychologie et le comportement de l'individu en fonction de la reproduction. Ici, il faut bien comprendre qu'on a hérité de l'évolution de traits qui ont permis le succès reproductif de nos ancêtres, et c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Ces traits-là, ils n'existent pas seulement quand on choisit consciemment de faire des enfants. Surtout qu'ils ont permis à nos ancêtres de survivre dans des contextes où ils n'avaient pas nécessairement le temps de délibérer. Nos ancêtres n'ont pas toujours eu des années pour délibérer, ni même des jours, ni des heures, et ni même quelques minutes avant de devoir agir. La reproduction et a fortiori la survie, ça nécessite des tendances à agir spontanément
de manière qui, en général, sont favorables à la survie. Je dis ça pour éviter l'objection que certains voudront inévitablement faire au discours que je rapporte ici, puisque je me base sur un livre écrit par une biologiste évolutionniste. Certains vont être tentés d'arguer que ce n'est pas tout le monde qui veut se reproduire, et même ceux qui veulent se reproduire, ils ne passent pas leur vie entière à faire des enfants. Ils ont aussi d'autres finalités dans la vie, ils ont d'autres projets. Alors du coup, on n'aurait pas de raison de postuler que le souci de reproduction fait continuellement partie de l'explication des comportements humains, ni de l'explication des différences de comportement entre les hommes et les femmes. Mais donner cet argument-là, ce serait mal comprendre ce qu'enseigne la biologie évolutionniste. En biologie évolutionniste, on ne spécule pas sur les motivations et intentions conscientes des humains. On parle de traits qui existent chez les organismes parce qu'ils ont été utiles pour le succès reproductif de leurs ancêtres. Ces traits-là, on en a hérité et ils nous caractérisent, peu importe nos motivations et intentions conscientes du moment. Tenez, si les femmes ont des seins, d'un point de vue évolutif, c'est parce que ça a été utile dans l'histoire de notre espèce pour nourrir les bébés. Mais les femmes, elles ont des seins tout le temps, pas seulement quand elles ont un bébé à nourrir. Les hommes ont un pénis qui leur est utile pour le rentrer dans le vagin d'une femme dans le but qu'un de leurs spermatozoïdes féconde un ovule de cette femme-là pour faire un bébé. Tout le monde me suit? Oui? Mais même quand les hommes ne sont pas en train de pénétrer une femme en espérant que ça donne un enfant, ils ont quand même un pénis. Les traits anatomiques utiles pour la continuité de l'espèce sont là tout le temps. Pas seulement quand on décide consciemment de s'en servir pour faire des enfants ou pour les élever. Bien, ce qui est vrai pour les traits anatomiques, c'est aussi vrai pour les autres traits dont on a hérité par sélection naturelle. Les traits psychologiques qui suscitent des comportements qui, en général, ont été favorables à la reproduction, on les a tout le temps. Pas seulement quand on fait le choix conscient d'avoir des enfants. Les ressentis et les comportements que nous a légués l'évolution, ils ressortent dans toutes sortes d'interactions sociales. Dans le livre de Reuven, il est notamment question de la façon dont les traits psychologiques différenciés selon le sexe influencent nos comportements quand on joue durant l'enfance, puis une fois adultes, ils influencent nos comportements quand on a une altercation dans les transports en commun, quand on est pris dans la circulation, quand on est sur le point de donner une conférence, quand on fait du sport, et même simplement quand on regarde du sport, quand on cherche à faire sa place sur le marché du travail, quand on cherche à faire sa place parmi les autres élèves à l'école. Bref, quand on cherche les explications évolutionnistes de nos ressentis et de nos comportements, il y a des liens à faire avec la reproduction. Mais il reste que ces ressentis et comportements-là s'actualisent dans toutes sortes d'interactions sociales. Pas seulement dans le cadre de la recherche consciente de partenaires sexuels. Les humains mâles n'ont pas hérité des mêmes traits que les humains femelles, parce que les traits dont on a besoin pour arriver à se reproduire ne sont pas les mêmes selon qu'on est un homme ou une femme. C'est pour ça, pour faire court, qu'il y a des différences entre les sexes. Dans l'histoire de l'évolution, les hommes ont dû faire compétition entre eux pour l'accès aux femmes, tout comme les mâles de nombreuses autres espèces ont dû faire compétition entre eux pour l'accès aux femelles. Les hommes sont aussi naturellement moins investis dans chaque descendant. Ce sont les femmes qui sont enceintes et qui allaitent, pas les hommes.
Et un homme a le potentiel d'avoir beaucoup plus de descendants qu'une femme puisqu'il produit du sperme pratiquement toute sa vie, alors qu'une femme a une réserve d'ovules limitée qui s'épuise à un moment donné. Tout ça explique que les hommes soient plus grands et plus forts que les femmes, qu'ils soient plus enclins à l'agression, plus enclins à prendre des risques, qu'ils aient une plus forte libido et soient plus intéressés que les femmes à multiplier les partenaires sexuels, à avoir des relations sexuelles sans engagement, sans autres implications. Et ça rejoint autant leur intérêt plus grand pour les aventures d'un soir avec des étrangères que leur intérêt nettement plus grand pour la pornographie et la prostitution comparativement aux femmes. Tous ces traits masculins-là, ils existent parce qu'ils ont été utiles aux hommes pour leur succès reproductif et on ne retrouve pas la même chose chez les femmes parce que ce ne sont pas ces traits-là qui ont été utiles aux femmes pour leur succès reproductif. Et ces traits masculins-là, d'après ce que nous explique Carol Hooven, ils sont coordonnés par la testostérone. Les différences entre les sexes commencent à s'établir aussitôt que la gestation. Les fœtus mâles sont exposés à plus de testostérone que les fœtus femelles, ce qui a pour effet de masculiniser le cerveau des enfants, des garçons. Du coup, quand les enfants naissent, il y a déjà des différences entre les garçons et les filles. Puis, à la puberté, les différences vont s'accentuer, c'est-à-dire quand les hormones sexuelles augmentent, la testostérone pour les garçons, l'estrogène pour les filles, eh bien, vous savez sans doute que c'est à ce moment-là que les différences anatomiques entre les garçons et les filles s'accentuent, mais aussi les différences psychologiques et comportementales. Attention, ça s'accentue, mais ça ne commence pas là. Les garçons et les filles prépubères n'ont déjà pas les mêmes préférences pour les jouets et les jeux. Et non, ce n'est pas parce qu'on les socialise différemment. En fait, selon Hooven, les recherches scientifiques révèlent que la socialisation est, pour ainsi dire, impuissante à modifier les préférences des enfants. Après s'être accentuées à la puberté, les différences entre les sexes sont maintenues tout au long de la vie adulte parce que les hormones sexuelles sont nettement différentes pour les hommes comparativement aux femmes. Bon, ce sont les mêmes hormones pour les deux sexes, mais les taux sont très différents. Et les différences dans le taux de testostérone et dans le taux d'estrogène sont tout sauf négligeables. Elles ont des implications concrètes qu'on ne peut pas prétendre effacer simplement en énonçant que c'est une différence de degré. Une différence de degré, de toute façon, ça reste une différence. À travers ça, Hooven ne nie pas du tout la dimension culturelle de la vie humaine. Elle ne nie pas non plus les différences individuelles. Tous les hommes ne sont pas exactement pareils. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Hooven ne nie pas non plus qu'il y a des individus atypiques pour leur sexe. Ça aussi, elle en parle. Ici, j'aimerais simplement relever que pour savoir que certaines femmes sont atypiques pour leur sexe, il faut déjà qu'il y ait objectivement des femmes. Il faut être en mesure de dire qui sont les femmes pour savoir que parmi les humains qui sont des femmes, il y en a qui sont atypiques pour des femmes. Et pour savoir qu'elles sont atypiques pour leur sexe, il faut aussi savoir quels sont les comportements typiques des femmes. Ceux qu'on retrouve beaucoup chez les femmes et moins ou pas du tout chez les hommes. Reconnaître les deux catégories de sexe et les faits généraux sur les sexes, ce n'est pas incompatible avec reconnaître que tous les individus d'un même sexe ne sont pas identiques, ni avec reconnaître que certains sont atypiques pour leur sexe. Au contraire, c'en est une condition nécessaire.
Si on partait de la prémisse qu'il n'y a pas deux catégories de sexe, qu'il y a simplement des individus différents les uns des autres, il n'y aurait pas de comparaison possible entre les hommes, puisqu'il n'y aurait pas de catégorie homme. Même chose pour les femmes. Et il n'y aurait pas non plus de comparaison possible entre les hommes et les femmes, puisque ces catégories n'existeraient pas. Et alors, on ne pourrait pas dire que tel homme est différent de tel autre homme. On ne pourrait pas dire que tel homme a des traits féminins, que tel homme est plus masculin que tel autre homme, ou que telle femme exerce un métier masculin, etc. Bref, réitérons-le, il y a deux sexes et il y a des différences entre les sexes. Le livre de Carol Rowan ne soutient aucune orientation sociopolitique particulière, c'est vraiment un livre de science. Moi, j'ai quand même relevé quelque chose, comme ça a été le cas pour tous les livres de vulgarisation scientifique que j'ai lus qui parlaient de ce que la science nous apprend sur les différences entre les sexes. J'ai relevé que les faits scientifiques rapportés ne soutiennent pas du tout les types de féminisme qui stipulent que les différences entre les sexes sont entièrement dues à la culture, à la socialisation, au patriarcat, appelez ça comme vous voulez, mais bref. L'affirmation que la féminité et la masculinité sont artificielles et non naturelles n'est pas corroborée par la science. Il va donc sans dire que les faits scientifiques ne corroborent pas non plus les théories du genre qui stipulent la même chose, c'est-à-dire que la féminité et la masculinité seraient un pur produit de la culture, en l'occurrence une culture hétéro-cis-normative. Attention! Les faits scientifiques ne soutiennent pas non plus les types de conservatisme qui promeuvent des conceptions rigides de la masculinité et de la féminité, dans lesquelles on néglige la part de similarité entre les humains des deux sexes, et dans lesquelles on cherche à imposer des rôles sociaux stricts pour chacun des deux sexes sans faire de place aux différences individuelles. On a malheureusement tendance à établir un lien étroit entre admettre l'hypothèse de la socialisation, celle qui veut que la féminité et la masculinité soient strictement le résultat d'une socialisation artificielle, et la défense des droits des femmes, et aussi ceux des personnes atypiques pour leur sexe, ceux des personnes homosexuelles et ceux des personnes trans. Ça fait en sorte que les explications biologiques des différences entre les sexes sont controversées. On a tendance à les associer aux formes rigides de conservatisme que je mentionnais précédemment. L'hypothèse de la socialisation, Rowan la distingue de ce qu'elle appelle l'hypothèse de la testostérone, qui est donc une explication biologique des différences entre les sexes. C'est l'hypothèse que Rowan soutient, l'hypothèse de la testostérone, et elle la soutient non pas pour des raisons sociopolitiques, mais parce que c'est ce qui est corroboré par les recherches scientifiques. L'hypothèse de la socialisation semble s'accompagner de certaines suppositions. D'abord, la supposition que ce qui est un résultat de la socialisation ne peut pas être en même temps biologique. Et ça, c'est pour le moins critiquable. Vous savez, la socialisation, ce sont les interactions entre les humains qui sont des animaux sociaux. Les interactions entre des animaux sociaux, c'est biologique. Et les résultats de ces interactions-là, c'est aussi biologique. Des comportements acquis dans le cadre de l'interaction sociale, ça existe aussi chez les autres animaux sociaux, pas seulement chez l'être humain. Certains traits masculins pourraient venir de la socialisation et être quand même biologiques.
Et même si ces traits-là s'établissent dans le cadre de la socialisation, la testostérone fait partie de l'explication. Pour en revenir aux craintes que l'on a pour certains droits humains, eh bien, justement, ce ne sont pas des données scientifiques, mais des raisons sociopolitiques qui font en sorte que l'hypothèse de la socialisation est mise de l'avant, alors que l'hypothèse de la testostérone est vue comme suspecte. Protéger les droits humains, c'est un objectif louable, mais ça ne justifie pas de nier les résultats des recherches scientifiques, d'autant plus qu'on n'a pas besoin de nier les résultats des recherches scientifiques pour appuyer les droits humains. Comme le dit Rouven, les hommes et les femmes n'ont pas besoin d'être pareils pour être égaux en droit. Et les explications biologiques des différences entre les sexes ne sont pas non plus incompatibles avec les droits des homosexuels, des trans et des personnes atypiques pour leur sexe. Une autre raison à la résistance aux explications biologiques des traits humains, c'est qu'on croit à tort que si on accepte la prémisse que les comportements ont des explications biologiques, ça veut dire qu'on est obligé d'admettre qu'on n'a aucun moyen de modifier les comportements humains et que ça nous oblige à conclure qu'il faut tout accepter. Par exemple, si on admet que le comportement agressif des hommes s'explique biologiquement par le taux de testostérone, alors on est logiquement obligé d'arrêter de condamner moralement et légalement la violence masculine. Mais c'est faux, ça. En fait, ça m'amène à parler de deux autres suppositions qui semblent accompagner l'hypothèse de la socialisation. La supposition que si quelque chose est culturel, alors il suffit de choisir de faire autrement, tout en supposant que si quelque chose est biologique, alors ça ne peut pas être modifié. C'est faux d'un bout à l'autre. Premièrement, le déterminisme qui vient de l'environnement social, c'est un vrai déterminisme. Ce n'est pas parce qu'on a acquis un trait, comme résultat d'une série d'interactions sociales qu'on peut choisir de le modifier en un claquement de doigts. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'un trait est déterminé, c'est-à-dire qu'il est l'effet d'un ensemble de causes, qu'il ne peut pas être modifié. Justement, mieux on comprend les facteurs qui causent nos comportements, plus ça devient possible d'exercer un certain contrôle et de changer des choses, parce qu'alors on peut agir sur les facteurs de causalité pour orienter les comportements d'une manière qui paraît souhaitable. Et ça demeure vrai si les causes de nos comportements sont biologiques. Revenons-en au point principal. Les traits masculins existent et ils s'expliquent biologiquement. Ils ne sont pas une invention de la culture, ni une invention du patriarcat. Les traits masculins, à la base, ils ne sont pas toxiques, ils ne sont pas positifs non plus. À la base, ils existent. Pour le reste, tout dépend de ce qu'on fait avec. Mieux on comprend d'où viennent les traits masculins, ce qui les suscite, vers quoi ils peuvent être orientés, plus on peut faire en sorte qu'ils deviennent des qualités masculines qui sont utiles à la société et éviter qu'ils deviennent des torts. C'est la même chose pour les traits féminins. Le tout, encore une fois, en faisant de la place aux différences individuelles et à ceux qui sont atypiques pour leur sexe. Étant donné que le sujet du livre de Rouven est la testostérone, on y parle beaucoup plus des traits masculins que des traits féminins. Et j'ai remarqué que Rouven mentionnait que les scientifiques auraient beaucoup de travail à faire pour qu'on arrive justement à mieux comprendre les traits féminins.
Parce que, bon, par exemple, la violence existe chez les femmes à un degré moindre, mais vraisemblablement, en plus d'être à un degré moindre, elle s'explique différemment. Mais on manque de connaissances sur le sujet. Rouven mentionne tout de même que les femmes ont plus d'empathie, qu'elles adoptent davantage de comportements liés aux soins, à la coopération, au réconfort, à la sécurité, à l'entraide. Elles ont aussi davantage tendance à utiliser les mots plutôt que la confrontation physique comparativement aux hommes. Et ça demeure vrai d'une époque à l'autre et d'une culture à l'autre. Quoi qu'en disent ceux que Rouven appelle les sceptiques de la testostérone, ceux qui tiennent à l'hypothèse de la socialisation. Mais encore une fois, le livre en dit peu sur les femmes, apparemment aussi bien parce que ce n'est pas son sujet, que parce qu'il faudrait que des recherches soient faites avant qu'on puisse vraiment en parler en détail. Et c'est le dernier commentaire général que je ferai justement sur le livre. Comme tout bon livre de science, T de Carol Rouven apporte des informations, mais laisse savoir qu'il y a encore bien des choses qu'on ne sait pas. Et savez-vous comment on fait pour corriger les lacunes de la science? Avec plus de science. À la prochaine.